Alors, je vais présenter rapidement Marianne Guarino-Huet et Olivier Desvoignes du collectif Micro-Sillon qui viennent de Suisse aujourd'hui pour être avec nous et qui développent depuis plusieurs années à partir de ce collectif donc, qui a été créé en 2005 à Genève, des projets artistiques collaboratifs engagés dans une réflexion sociale et citoyenne en s'appuyant sur des stratégies issues des pédagogies critiques et féministes. Le collectif a collaboré avec de très nombreuses institutions. Je ne vais pas toutes les citer, mais notamment le Garage à Moscou, le 116 Centre d'art contemporain à Montreuil, Vanza à Johannesburg, le Vispa Institute de Gans, le Centre d'art contemporain du Parc Saint-Léger, etc. Et depuis 2015, donc Micro-Sillon est responsable du master trans pratique artistique socialement engagée à l'école d'art de Genève, la HED. Et ils ont participé à plusieurs recherches soutenues justement en Suisse et notamment publié en 2019 un livre assez passionnant qui s'appelle Motifs incertains, enseigner et apprendre les pratiques artistiques socialement engagées. Voilà, et ils ont aussi été lauréats, finalistes, notamment du Swiss Art Award. Et ils sont aussi voilà, docteurs de l'Université d'art de Londres, parmi plein d'autres choses. Voilà, on leur laisse la parole. Ils ont imaginé ce dispositif aujourd'hui, cet atelier, et on va les laisser présenter tout ça. Merci beaucoup. Merci, Kantouta. Alors pour commencer, merci vraiment à toutes et tous d'être ici ce matin et vraiment désolé Alyosha d'avoir réduit ce cercle pour finalement le réagrandir. On a été... Voilà, on ne pensait pas qu'autant de gens viendraient ce matin pour discuter en effet d'un sujet qui nous passionne, c'est la question de l'éducation et de la pédagogie et de comment on peut s'éduquer autrement. Et un des axes de notre pratique en tant qu'artiste, ça a été ces dernières années de travailler à une recherche autour du pédagogue Paulo Freire, qui est donc un pédagogue brésilien qui aurait eu 100 ans s'il n'était pas mort en 1997. Ça fait donc une dizaine d'années maintenant qu'on travaille vraiment de manière continue autour de ce que Freire a pu faire émerger comme concept pédagogique. On va échanger avec vous pendant une vingtaine de minutes avant de passer à cette partie plus dialogique et de l'atelier. Freire, en fait, voilà, pour nous, c'est une inspiration à développer de multiples formats, dont alors le centre, là, la pièce qu'on a mis au centre de ce cercle, c'est un baluchon déconstruit en ce moment, mais qui, on vous expliquera pourquoi on a choisi cette forme, qui est vraiment une des étapes comme ça de recherche de la recherche que nous menons autour de Freire. Et puis donc, comme le disait Kantouta, on est tous les deux, on est artistes de formation, donc c'est vraiment important aussi qu'on se situe et qu'on explique un peu d'où on parle pour amener ces outils et ces questionnements. On a tous les deux, effectivement, il y a une quinzaine d'années, formé ce collectif Micro-Sillon, et dans ce collectif, on développe des projets avec une dimension pédagogique et dans lesquelles on implique des personnes qui ne se définiraient pas comme des artistes sur des collaborations, des réflexions de long terme qui, il nous semble, viennent poser justement la question qui s'est posée aussi hier soir de comment, dans quel lieu on peut faire démocratie et en appuyant en effet sur la possibilité d'ouvrir des cadres de débat et de le faire sur un temps long et avec des petits groupes. C'est aussi une des spécificités des projets qu'on va développer. Et puis au sein, en effet, de la Haute École d'Art et Design à Genève, on dirige un master qui s'appelle donc Trans, pratique artistique socialement engagée. Et là aussi, on travaille avec des étudiantes et des étudiants qui souhaitent en effet se poser la question de comment travailler en tant qu'artiste en dehors des cadres classiques et peut-être en dehors du système de l'art, en développant finalement des projets en lien avec la société civile et qui, là encore, vont impliquer différents groupes de personnes. Et pour ce master, on s'appuie vraiment énormément sur des pédagogies féministes, libertaires et alternatives comme celle que Paulo Freire a pu développer, qui se regroupe comme ça sous le terme ombrelle de pédagogie critique.
Alors, depuis le début de notre pratique en tant que collectif, on s'est intéressé à la pensée et aux écrits de Paulo Freire pour deux raisons principales. La première raison, c'est que il nous donnait une inspiration au niveau, disons, théorique ou philosophique sur pourquoi pratiquer la pédagogie, qu'est-ce qu'on pouvait chercher à obtenir, notamment comme transformation sociale et politique en pratiquant la pédagogie, mais aussi parce que, suite à des expériences qu'il a menées d'alphabétisation au Brésil dans les années 60, 1960, il a pu développer un certain nombre d'outils très pratiques dont on pouvait s'inspirer, qu'on pouvait réinventer, qu'on pouvait réactiver aujourd'hui et qui nous semblaient toujours pertinents, comme on va essayer de le montrer dans cette présentation et ensuite comme on va l'expérimenter ensemble. Une autre chose qui nous a beaucoup inspiré, c'est cette citation qu'il a prononcée dans les années 70. « Il n'existe pas d'éducation neutre. L'éducation fonctionne soit comme un instrument pour amener la conformité, soit comme un instrument de liberté. » Et cette idée que finalement l'action pédagogique, ce n'est pas quelque chose de neutre, spécialement travaillant principalement à Genève, où on a toute cette histoire scientifique de la pédagogie, et Genève est une capitale de la pédagogie, où sont développées avec Piaget notamment une approche plus scientifique de ce qu'est la pédagogie. C'est cette inspiration tout à coup qui venait plus d'un axe philosophique et politique nous a beaucoup inspiré. Quand on a commencé donc en 2005, on a très rapidement lu ces textes, c'était une de nos inspirations principales. Et puis un peu plus tard, on a pu observer, comme vous avez pu l'observer aussi en France, mais en Europe en général, l'application de ce fameux processus de Bologne, donc la standardisation de l'enseignement supérieur en Europe sur un système unique basé sur ce système bachelor, master, PhD et sur ce système de crédit et CTS. Et en fait, à ce moment-là, il y a beaucoup de protestations qui ont pris place dans les universités, dans les écoles d'art contre cette forme qui était perçue par beaucoup comme une forme de marchandisation du savoir et marchandisation des études. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de ces personnes qui protestaient, que ce soit des activistes et ou des artistes qui ont relu la pensée de Freire, qui s'y sont intéressés, notamment. Alors, on va vous faire passer quelques images. Voilà une caricature de Paulo Freire qui illustre cette notion cette dimension activiste de son travail, disons. Et puis, Freire, il a parlé, alors on a fait une toute petite image pour varier les formats, mais vous l'aurez en main tout de suite. Il a critiqué l'approche qu'il définissait comme une approche bancaire de l'éducation. Il disait l'éducation bancaire, c'est considérer que les élèves, c'est des bouteilles vides et qu'on a des enseignantes et enseignants qui viennent déverser un savoir qui est préexistant dans la tête des élèves. Et ici, un petit dessin de nouveau qui présente ça. Une image que vous verrez mieux ici, qui illustre la même chose. Donc, cette idée d'une éducation verticale, d'une pédagogie verticale, où on a un enseignant qui parle et des élèves qui écoutent. Et cette critique de l'éducation bancaire, avec ce terme bancaire qu'on retrouvait d'ailleurs dans le vocabulaire même de Bologne, avec cette idée de crédit, a été beaucoup relue à ce moment-là, et il y a eu un intérêt particulier pour Freire autour de ces protestations contre le processus de Bologne. Plus généralement, comme le pédagogue critique Henri Giroux, qui a travaillé avec Freire directement dans les années 1980 et 90, Henri Giroux, il a écrit « Son travail est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était au moment où il a été produit, car il nous permet d'aborder les forces autoritaires qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui démantèlent toute notion d'éducation critique et publique. » Alors voilà, il y a environ 10 ans, on a découvert, en fait, alors qu'on avait déjà lu Freire, et qu'on avait déjà utilisé nombre de ces outils dans nos projets,
on a découvert qu'il avait vécu en fait à Genève pendant 10 ans. Donc Genève, c'est là où on habite, enfin moi où j'habite, et là où on travaille tous les deux. Et en fait, il est venu en exil parce qu'en 64, il y a une dictature militaire au Brésil qui s'installe. Il est envoyé en prison et puis il va en sortir au bout de quelques mois, mais il choisit avec sa famille de partir. Il va aller s'installer d'abord au Chili où une autre dictature les rattrapera la famille Fréré. Et finalement, il a une proposition de venir travailler à Genève au sein d'une structure qui s'appelle le Conseil œcuménique des Églises, qui est une sorte d'association fêtière d'églises protestantes et qui, à l'époque, est une organisation internationale puissante, comme il y en a d'autres à Genève, qui existe toujours, mais qui a, disons, une moins grande résonance. Et à cette époque, ce conseil œcuménique des églises va se doter d'un bureau de l'éducation, parce qu'on comprend que l'éducation, c'est vraiment aussi un facteur dans les pays, notamment, qui sont en train de se décoloniser, de développement important. Donc, on va appeler Fréré pour être, en quelque sorte, la figure de proue et le penseur, comme ça, de ce bureau de l'éducation. Et voilà. Avec derrière, c'est dans une exposition de Sister Corita Kent, une activiste et nonne de San Francisco dans les années 60, qui a un travail aussi passionnant sur lequel Julie Holt de Groupe Matériel a écrit. Donc cette photo, elle réunissait aussi plusieurs de nos intérêts, on l'aime beaucoup. Donc il va passer ces 10 années à Genève, il va donc travailler au sein de ce bureau pour l'éducation. Il y a un certain nombre de documents, de traces de ces actions, et puis il y a des choses moins tracées qui sont notamment les actions qu'il aura menées à Genève, depuis Genève. Et il va notamment travailler il va aider à l'émergence en fait d'une école autogérée faite par des travailleurs et des travailleuses saisonnières qui sont en nombre à Genève, qui viennent travailler dans les champs, dans l'agriculture, et qui n'ont notamment pas le droit de venir avec leur famille, pour autant qu'ils vont le faire, et qui vont développer justement des structures éducatives qui vont permettre d'éduquer ces enfants qui ne sont pas censés être là, et les adultes également. Bref, on s'est lancé dans une sorte de cartographie de l'histoire de Fréré à Genève. On a écrit des lettres aux personnes qu'il a pu rencontrer, et on a essayé de retracer par le dialogue cette histoire. Alors des lettres un peu spéciales, puisqu'on a écrit, en fait, on a utilisé on a écrit dans l'interligne de textes de Fréré. Et puis, la forme de la lettre, on l'a adoptée parce que c'était des choses qu'on trouvait énormément dans les archives du Conseil œcuménique des Églises, et aussi une forme littéraire que Fréré a employée à plusieurs reprises, en écrivant des livres notamment qui s'appellent « Lettres à ceux qui osent enseigner »,« Lettres à Christina », qui était une de ses étudiantes. Donc, il va utiliser lui-même cette forme de la lettre plusieurs fois, donc on se l'est un peu réapproprié. Et une cartographie des déplacements qu'il a fait depuis Genève, justement pour participer à ces processus de décolonisation par des actions d'alphabétisation notamment. Alors on voit qu'il a beaucoup rayonné, et on peut imaginer que depuis, dans les années 70, dans les années 70, c'était assez complexe, et on voit aussi dans ses archives à quel point l'organisation de ses voyages occupe une place importante, et un temps, il est beaucoup ailleurs qu'à Genève quand il travaille à Genève. Donc on a commencé à écrire des articles, à développer des projets artistiques en Suisse autour de cette recherche et de ce qu'on trouvait, puis à soutenir aussi des projets pilotes d'éducation, notamment dans des cadres de médiation dans les institutions d'art contemporain en Suisse, pour réintégrer et réengager la pensée de Fréré, pour aussi en faire un travail critique, et proposer une sorte de poursuite en fait de cette pensée dans des directions qui nous semblaient absentes pour une série de raisons de son travail. Donc voilà, si on veut résumer notre recherche en quatre aspects, on a vraiment cette recherche d'archives plutôt classique. On a numérisé l'entièreté de ces archives, on a essayé vraiment de sauver aussi une partie des éléments qu'on avait pu trouver là. Il y a une série de rencontres et d'entretiens, comme on le disait, et puis ces moments de partage public un peu performatifs, comme ce qu'on fait aussi aujourd'hui, qui sont aussi très importants pour nous, parce que c'est vraiment une manière aussi d'inscrire dans cette forme un peu de spirale de la recherche. On ne s'étendra pas là-dessus, mais qui reprend aussi un peu ces idées de recherche-action participante, qui sont aussi des éléments, des outils de recherche sur lesquels Fréré a travaillé. Et puis voilà, des actions pilotes pour réengager sa pensée dans des institutions culturelles.
Une des raisons pour lesquelles Paulo Freire a été lu et relu, pas seulement pendant ce moment de condensation de la critique de l'éducation au moment de l'application du processus de Bologne, mais aussi plus généralement dans le champ artistique, c'est que dans les expérimentations qu'il a menées, où il cherchait des moyens de permettre une alphabétisation très rapide de groupes de personnes au Brésil, il a utilisé une dimension artistique dans le processus. Alors ici, on a deux images qui montrent qu'en fait, il travaillait à ce qu'il appelait un processus génératif, où l'idée était de se balader avec une équipe transdisciplinaire de chercheuses et de chercheurs sur un territoire, et pendant des mois, d'essayer d'avoir autant de contacts que possible avec la population, avec les personnes sur place, et à partir de là, d'identifier des thèmes qui étaient importants pour les personnes qui vivaient à cet endroit. Il prend toujours comme exemple, il dit, le Brésil est un pays immense, évidemment, et on a dans les manuels scolaires standardisés, tout à coup, la pomme. Alors, on apprend le mot pomme, on a écrit à apprendre le mot pomme, mais pour les populations vivant en Amazonie, on parle à des gens qui n'ont jamais vu une pomme potentiellement. Donc en fait, il y a un grand décalage qui se met en place, et son idée, c'est du coup, à l'inverse, de chercher une pédagogie qui concerne vraiment les gens. Et quand cette étude est faite de terrain, il va faire venir des artistes pour produire ce qu'on fait passer maintenant, ce qu'il appelle des tableaux codés, qui deviennent un support pédagogique à partir desquels on peut à la fois apprendre des mots et apprendre un vocabulaire du coup qui est très proche de notre vie quotidienne, mais aussi ouvrir à toutes sortes de questions sur la place qu'on peut occuper en tant que citoyenne ou citoyen dans une société, et par là même de chercher un processus de transformation politique et de ce qu'il appelle la conscientisation. Donc on s'intéresse particulièrement à amener cette pensée, ramener aujourd'hui cette pensée dans le champ de l'art. Et puis une des premières actions qu'on a faites en 2015 pour une biennale des espaces d'art indépendants à Genève, c'est d'organiser une discussion avec les responsables de ces espaces indépendants sur la question des publics et sur comment on peut essayer de dépasser la supposée passivité du public et sa convergence vers un contenu culturel préétabli, donné et validé par les institutions, comment on pouvait dépasser ça avec les idées fréréennes de générativité et de dialogue. Non, peut-être pas. Un autre point très important dans notre recherche, c'est d'essayer de comprendre mieux le rôle qu'Elsa Freire a joué dans la construction de la pensée de Paulo Freire et dans ses actions. Donc Elsa Freire, c'est sa première épouse, avec laquelle ils ont eu 5 enfants. Et la présence de Paulo Freire, et c'est aussi un des points de départ de notre travail, la présence de Paulo Freire est quasiment invisible à Genève. Comme on le disait tout à l'heure, Genève est une capitale de la pédagogie, donc il y a énormément d'ouvrages qui ont été publié sur Genève, capitale de la pédagogie, etc. Mais il est systématiquement absent de cette histoire, puisque, étant là, entre guillemets, de passage, parce que pendant 10 ans, mais comme exilé, donc cette histoire-là, elle a tendance à avoir été complètement effacée, en tout cas de la présence publique dans la ville de Genève. Mais la présence d'Elsa Freire, a fortiori, elle est encore plus invisibilisée. Pourtant, dans les archives du Conseil œcuménique, comme dans les entretiens qu'on a pu faire avec 2 de ses enfants, un qui vit au Brésil et une qui vit en Suisse, avec ces 2 enfants et par le biais des archives, on a pu comprendre qu'elle a vraiment joué un rôle crucial dans ses actions, parce que en fait, Paulo Freire, il a été formé à l'université, il a été formé à la philosophie, au droit. Et il a une approche comme ça théorique, disons, de la pédagogie, alors que Cristina Freire était enseignante et a travaillé comme enseignante pendant plus d'1 dizaine d'années, et que du coup, elle avait cette connaissance du terrain. Et un exemple très marquant, c'est que dans ses premières idées d'alphabétisation, Paulo Freire proposait d'utiliser des mots qui avaient une double consonne, et comme en français, le double S produit un son qui est une exception en fait, et c'est sa femme qui lui a dit mais tu peux pas commencer un processus d'alphabétisation par une exception. Donc elle lui a fait changer les mots mêmes qui sont aujourd'hui les symboles de son approche pédagogique.
Alors pour vous montrer aussi une autre manière pour nous d'engager cette recherche et la façon dont on peut s'appuyer en fait sur des anecdotes pour déployer aussi une approche assez complexe de cette pratique et la réengager. On va vous parler un peu de cuisine et notamment d'un élément comme ça qui a réinscrit très clairement Fréré dans ce contexte local. Donc, ce que tient en ce moment Olivier, c'est une carte d'un restaurant qui s'appelle le Portuga, qui est un restaurant gastronomique portugais à Genève, qui se trouve juste en face de l'université, là où Fréré aussi enseignait occasionnellement. Et sur cette carte, on va trouver la mention Feijoada Brasileira, plat préparé en hommage à notre ami Paulo Freire, célèbre pédagogue brésilien, qui a personnellement préparé la première feijoada brésilienne servie dans notre restaurant en 1974. Alors voilà, aujourd'hui, si vous allez donc dans ce restaurant, vous pouvez commander ce plat. Il faut être 2 minimum, car c'est un plat qui demande du temps à préparer. Et vous pouvez déguster donc le feijoada, qui est un plat vraiment symbolique aussi au Brésil, puisque l'origine de ce plat, c'est vraiment le fait que les personnes qui étaient utilisées comme esclaves dans les plantations et qui travaillaient en tant qu'esclaves, donc récupéraient les restes, notamment de viande, de leur maître oppresseur dans la dénomination fréréienne, et réutilisaient ces éléments et ajoutaient notamment les feijos, qui sont ces champignons, ces haricots noirs, qui sont vraiment aussi l'autre élément important de ce plat. Et on a eu la chance de discuter avec Lutz Gardes, qui est le plus jeune fils de Elsa et de Paulo Freire, sur cette anecdote qu'on avait découvert, qui l'a beaucoup fait rire, et il nous a dit « mais c'est absolument impossible que mon père ait appris à qui que ce soit à faire la feijoada. Il ne cuisinait pas. Il faisait la vaisselle, hein, ne lui jetons pas la pierre non plus. Il prenait quand même sa part de travail domestique, mais il ne cuisinait pas. Et donc le Gardas nous dit, et c'est ma mère évidemment qui aurait appris, plus probablement d'ailleurs à la femme du chef de ce restaurant, à faire la feijoada, qui aura, cette transmission comme ça aussi par les femmes, et ce qui nous vaut aujourd'hui de pouvoir manger une très bonne feijoada à Genève. C'est le fils du chef de l'époque, maintenant qui officie. Voilà, on était vraiment intéressés à savoir comment on pouvait utiliser cette anecdote comme un point de départ et pour développer comme ça une sorte d'action performative. Et on a eu la chance, en fait, de trouver un cadre par le réseau Another Roadmap for Art Education, qui est un réseau qu'on a constitué avec d'autres artistes, médiatrices et éducatrices critiques, qui était un réseau international et qui cherchait à écrire une histoire polyphonique. On revient avec ces questions de polyphonie, des approches critiques de l'éducation artistique à travers le monde. Donc c'était un réseau qui réunissait des gens de 4 continents, donc tous les continents sauf l'Australie. Et l'idée, c'était de proposer une sorte de contre-carte, contre-roadmap pour l'éducation artistique à une roadmap publiée par l'UNESCO en 2006 et qui, pour le coup, voyait l'art et la pratique, disons, de la création comme des éléments très importants pour former à la flexibilité et à l'adaptabilité plutôt nécessaires, en effet, à une pratique néolibérale du monde. Alors, avec ce réseau, pendant plusieurs années, on s'est retrouvés dans différents endroits et on développait justement des histoires alternatives. On allait chercher dans le passé et dans des formes de réengagement des contre-modèles à ces modèles néolibéraux. Et puis, cette recherche sur Freire faisait partie de ce réseau et on a pu être invité par ça à la Biennale de Sao Paulo et là-bas venir avec notre performance feijoada. Alors, on peut vous montrer déjà peut-être la première. On a profité de notre visite au Brésil pour visiter l'Institut Paulo Freire à São Paulo. Et on a pu voir notamment cette reconstitution du bureau que Freire occupait à Genève, qui nous donne une idée de ces 2 sources d'inspiration principales. La philosophie, une philosophie catholique, notamment avec Jaspers, et une approche marxiste. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est, comme le disait Marianne, c'est de relire, de repartir de cette anecdote de la feijoada
Et on a décidé d'apprendre à cuisiner ce plat en allant d'abord dans la cuisine de la curatrice qui nous avait invités pour le projet et en travaillant avec un de ses amis anthropologues qui nous a, en même temps qui nous parlait un peu d'anthropologie et de l'histoire de ce plat, appris à en réaliser les différentes étapes. Et puis on a cuisiné pendant une soirée dans cette cuisine. Puis on est revenu dans l'espace de la Biennale, où on a convié toutes les chercheuses et chercheurs de ce projet de recherche à partager le plat avec nous. Et on avait amené des copies de documents, d'une sélection de documents des archives du Conseil œcuménique des Églises. Et sur cette série de documents, on avait fonctionné avec des mots-clés pour qu'on puisse assez rapidement identifier des centres d'intérêt sur les documents. Et puis, on a étalé ces documents et les chercheuses et chercheurs choisissaient un document pendant qu'on préparait le repas, pendant qu'on dressait la table. Et on a ensuite partagé le repas où chacune et chacun expliquait la raison de son choix de ce document. Et puis, comment, surtout, puisqu'on était en présence uniquement de personnes qui pratiquent l'éducation au quotidien, comment ces documents résonnaient avec leurs propres pratiques et leurs propres recherches. C'était vraiment un moment comme ça, très dialogique et très intéressant. Et puis, on a servi la feijoada sur ce set de table qu'on vous fait passer maintenant, qui était un set de table qui s'inspirait des sets publicitaires qu'on peut voir dans les restaurants, mais qui était constitué là encore avec des éléments des archives du Conseil œcuménique des Églises. Ensuite, un autre type d'action pour terminer notre panorama des différentes actions qu'on a pu mener à partir de cette recherche, consiste à chercher réellement à réengager son approche aujourd'hui, en particulier dans la médiation culturelle, puisque c'est le champ aussi un des champs duquel on vient et dans lequel on a été actif. On suit cette proposition que Fréret a répétée tout au long de sa vie et dans de nombreux livres, de dire ce que je propose, ce n'est pas une méthode. Il n'y a pas même si vous entendez très souvent le terme méthode Paolo Fréret, je ne prétends absolument pas avoir développé une méthode. J'ai fait quelque chose pour un contexte donné, à un moment donné, et il ne faut surtout pas m'imiter, il faut toujours, au mieux, chercher à me réinventer. Et même si, comme on l'a dit au début, on est convaincu de la pertinence de sa pensée aujourd'hui, on garde aussi toujours en tête cette idée qu'on doit repartir de son travail, y penser de manière critique, puis réinventer de nouvelles manières de faire. Et pour faire ça, on a commencé des actions pilotes où on a engagé des médiatrices et médiateurs à Genève et à Zurich, qui étaient des personnes qui n'avaient jamais lu Fréret. Donc on a commencé à discuter, à lire ces textes ensemble. Et puis ensuite, à partir de là, on a cherché à imaginer, surtout elle et eux, on cherchait à imaginer de nouvelles manières de transformer la manière dont elle ou il travaille habituellement, en intégrant ces réflexions sur la générativité, sur la conscientisation, etc. Et puis, ces actions pilotes ont donné lieu à quatre productions. On va rapidement vous en évoquer deux maintenant. Alors, un premier projet qui a été développé à Zurich en lien avec notamment accueilli par le musée Johann Jakob et en partenariat avec l'Autonomus Schule de Zurich, qui est une école autonome qui notamment développe beaucoup de programmes avec et par des personnes ayant un parcours migratoire. Et donc ce projet a été réalisé par une médiatrice, Camilla Franz, qui a travaillé en fait avec un groupe de jeunes demandeurs d'asile qui sont accueillis sans leur famille en fait à Zurich, donc qui sont vraiment des jeunes qui ont perdu vraiment leur contexte, leur réseau d'entraide familiale. Et avec ses participants, elle a développé des récits sur les futurs professionnels dans lesquels ils avaient envie de se projeter. Et à partir de ces projections, ils ont produit tous ensemble des cartes postales qui représentaient ces futurs rêvés. Et puis l'idée, en fait, c'était d'envoyer ces cartes postales à différents lieux, structures, institutions officielles pour alerter en fait sur des actions concrètes qui pouvaient être menées pour permettre à ces jeunes d'avoir un accès plus facile à l'emploi, de demander des changements de réglementation notamment. Et donc voilà, ces cartes postales, elles avaient vraiment cette volonté comme ça très concrète d'aller demander des changements et des actions.
Et puis un autre projet qui a été réalisé par l'équipe du Théâtre de l'Usine, qui est un lieu, l'Usine c'est un lieu culturel qui est vraiment issu de la culture squat à Genève, qui a émergé dans les années 80 et qui est aujourd'hui une institution absolument importante dans la ville, et qui va proposer justement des formats plus expérimentaux, des cadres dans lesquels on est aussi sur des approches artistiques plus complexes peut-être, en tout cas qui se dotent comme ça d'une volonté de changement par rapport à la production classique. Et dans le cadre de ce théâtre, avec une performeuse qui s'appelle Charlotte Nagel, elles ont développé en fait une chorale féministe qui reprenait en fait des textes de chansons du répertoire connu, et qui les transformait de manière à faire entendre la protestation, la colère, la rage, les besoins aussi qui pouvaient être celles des chanteuses de cette chorale. Et donc elles ont donné, alors on voit une image où elles chantent dans un très beau parc, mais donc à plusieurs reprises elles ont chanté ces transformations comme ça de chansons dans différents cadres. Et pour poursuivre sur la lancée de ces projets pilotes, on a débuté une recherche cette année qui s'appelle « Réinventer la pédagogie des opprimés », où on travaille avec 4 institutions en Suisse romande, avec cette même idée, institutions d'art contemporain et leur service de médiation, avec cette même idée de réinventer cette approche de Freiret pour aujourd'hui et dans le cadre de la médiation en art contemporain. Et puis, on est parti pour cette étude du constat assez négatif d'études récentes qui montrent qu'en Suisse en tout cas, mais on peut certainement élargir cette observation beaucoup plus largement, que finalement, malgré tous les efforts qui ont été faits dans la médiation culturelle, malgré les politiques tarifaires, malgré les différentes actions menées, les institutions d'art contemporain restent des lieux pas du tout inclusifs, et que beaucoup de groupes de personnes en sont exclus, et notamment les personnes issues de la migration. Et on est parti de ce fait-là pour chercher plus spécifiquement à adresser la question des groupes de personnes migrantes, et pour voir comment ces groupes-là pouvaient non pas simplement avoir un accès et devenir des publics de l'institution, parce que ça ne nous semble pas forcément être le but, ni forcément être une manière intéressante d'aborder la chose, mais au contraire de voir comment, par cette question de la générativité, par l'identification de thèmes qui sont importants pour les personnes concernées, comment on peut produire une forme de relation différente à l'institution. Alors on travaille en lien avec 4 groupes, une association de femmes latino-américaines qui s'appelle la Trenza, une classe d'accueil à Genève qui est destinée à des nouvelles et nouveaux arrivantes à Genève, un collectif qui s'appelle Kabak, un collectif afroféministe à Bienne, et puis une structure qui donne des cours de français à des personnes qui arrivent à Lausanne. Et l'idée est de travailler en collaboration entre l'équipe de recherche qu'on a formée, les services de médiation de ces institutions et ces associations pour à chaque fois inventer un projet. Et là encore, qu'il ne soit pas simplement un projet de médiation culturelle comme on l'entend habituellement pour trouver des moyens de faire venir les gens au musée, mais au contraire pour coproduire quelque chose qui pourra exister dans l'institution. Et par là, de donner un espace de parole et un espace où on peut produire ensemble des formes et des discours. Et ces institutions ont joué le jeu de dire, à la fin du projet, on présentera publiquement le résultat de ces collaborations. Et puis l'idée est aussi ensuite de produire des outils qu'on va pouvoir diffuser auprès d'éducatrices, d'éducateurs, de médiatrices, de médiateurs, pour faciliter à l'avenir des projets de ce type-là. Alors on arrive au moment dialogique de la matinée, encore 5 minutes de patience. Et on fait tourner ces micros. Mais pour introduire justement cette deuxième phase, on aimerait simplement mentionner dans la partie historique de notre recherche un fait important, un de ces highlights quelque part, qui est en fait un séminaire tenu au Conseil mondial des Églises entre Paulo Freire et Ivan Illich. Ivan Illich qui est donc
l'auteur d'une société sans école, et lui aussi un des penseurs des années 70, très influent notamment avec le CIDOC, qui est un centre qu'il va créer au Mexique et qui va être à Cuernavaca, qui est à l'époque aussi une sorte de lieu comme ça très foisonnant d'expérimentation politique, culturelle, sociale. Et voilà, on a un des grands moments de notre recherche dans ces boîtes d'archives, c'était de trouver le télégramme en fait que Freire envoie en disant Please cable Europe, schedule Illich. Donc vraiment cette idée, ok, on va inviter Illich, on va faire ce séminaire. Et donc en 74, ce séminaire est organisé et il va y avoir des actes de ce séminaire, qui est donc la couverture là, orange qu'on vous fait passer, qui vont être publiés. Et dans cette publication, Claudius Chécon, qui est ce caricaturiste, enfin il est architecte à la base, mais il va aussi beaucoup faire de caricatures, a illustré le fait que malgré certaines différences conceptuelles et des détails comme ça sur la vision qu'il peut avoir du rôle de l'éducation dans la société, Illich et Freire partagent quand même vraiment cette idée qu'ils sont des vagabonds de l'évidence. Alors sur l'image que Olivier vous montre, c'est la couverture d'une publication où on les voit donc représentés par Chécon, chacun avec un baluchon, et le titre c'est Pèlerin de l'évidence, mais dans un deuxième temps, Freire reviendra aussi un peu sur ce terme en parlant plutôt de vagabond de l'évidence. Et voilà, cette évidence, l'évidence qu'ils partagent, en tout cas, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'éducation neutre, qu'on ne peut pas dire qu'on fait une éducation neutre, et qu'au contraire, dans le cas de Freire, il porte ce baluchon sur lequel il est écrit conscientisation, et Illich porte un baluchon sur lequel il est écrit déscolarisation. Mais voilà, au contraire, c'est en affirmant aussi des positions politiques situées que l'éducation sera un cadre plus intéressant et permettra vraiment de transformer déjà la vie des gens et peut-être la société. C'est pas forcément ce qu'il pensait par ailleurs, mais cette image, en fait, elle nous a fait réfléchir, outre qu'on la trouvait assez jolie comme ça, mais à une idée simple, qui était comment on peut réinventer cette pensée de Freire en développant une réflexion collective, en fait, sur les urgences pédagogiques. Qu'est-ce qui est évident aujourd'hui, qu'est-ce qui est urgent, à quoi on doit s'éduquer. Et donc, on est parti de là, en fait, pour s'engager dans un projet avec une production comme ça à plusieurs niveaux, dans lequel on voulait interroger cette notion d'évidence et puis un peu la formaliser pour en faire un outil qu'on pourrait emmener dans d'autres cadres. Et cette idée de faire une espèce de consultation collective est venue. Et donc, on a dressé une liste de gens qu'on appréciait, avec qui on avait collaboré, des gens qu'on lisait, qui toutes et tous travaillaient autour de l'éducation, qui se posaient cette question de la pédagogie et de comment on peut faire société ensemble. Et à ces gens, on a écrit des lettres, encore une fois, qu'on a envoyées par email quand même, parce que ça aurait coûté cher en timbre, mais on a écrit des lettres et on a expliqué notre recherche, comme on vient de le faire exactement avec vous, et on les a invités en fait à répondre à cette question qu'on voit aussi au centre de cet élément textile, qui est à quel sujet, outil ou tactique devons-nous nous éduquer de toute urgence pour réimaginer le monde en commun. Alors, au moment où on a posé cette question, on était en mars 2020 et ça a été le moment de confinement pour beaucoup d'entre nous. Et il nous semblait que ce contexte de crise, même si au départ, ça nous a semblé un peu perturber le projet, mais finalement, on a ressenti que, et pour nous, et pour les personnes qu'on a contactées, ça devenait encore plus urgent de chercher à inventer de nouvelles pédagogies qui seraient des pédagogies communes, des pédagogies de la planétarité, des pédagogies créolisées, queer, postcoloniales, décroissantes, des éco-pédagogies, terme qui a émergé au fil de ces recherches, et puis des pédagogies qui peuvent, comme le disait Henri Giroux, qu'on a cité au début de cette présentation, qui peuvent rendre visibles les oppressions, rendre visibles les structures de pouvoir d'aujourd'hui, et puis soutenir des luttes, soutenir des formes de solidarité, soutenir des alliances de dissidence. Cet objet qu'on va utiliser maintenant ensemble, on verra qu'il est teinté de cette crise sanitaire, mais qu'il propose des réflexions sur la pédagogie qui vont évidemment bien au-delà, et on s'en réjouit.
comme on est nombreuses et nombreux, on revoit un peu notre manière de fonctionner. Alors, sur la face du baluchon qu'on voit ici, on a un certain nombre de mots-clés ou de groupes de mots-clés qui sont issus de la 60aine de réponses qu'on a reçues. Alors, ce qu'on aimerait vous proposer maintenant pour entrer dans le contenu lui-même et aussi pour entrer dans un processus plus dialogique, c'est de faire des groupes de 4 personnes et puis que chaque personne aille chercher sur ce baluchon. Comme on est nombreux et nombreux, on a aussi les... Ah non, on ne peut pas utiliser le texte maintenant, ce sera pour plus tard. Donc on va devoir toutes et tous aller à un moment donné autour du baluchon. Donc on vous propose de faire ces groupes et puis ensuite que chacune et chacun choisisse un mot-clé pour une raison personnelle, un mot-clé qui vous frappe ou qui vous intéresse. Et puis ensuite que vous retrouviez en petits groupes, que vous discutiez de la raison pour laquelle vous avez choisi tel ou tel mot-clé, donc dans ces groupes de 4, et puis ensuite que vous cherchiez à proposer une forme de réponse à cette question, même si c'est pas ça peut aussi être une réflexion autour de cette question, on relit une fois la question. À quel sujet, outil ou tactique devons-nous nous éduquer de toute urgence pour réimaginer le monde en commun? Puis on propose de faire ça pour 20 minutes, une demi-heure, et puis ensuite de donner la parole à chaque groupe, juste pour, du coup, on n'aura pas le temps de faire une grande discussion, mais que chaque groupe nous lise une phrase ou une réponse ou une amorce de réponse ou une réflexion que vous aurez discuté ensemble. Peut-être 20 minutes, parce que c'est vrai qu'après, sinon on n'aura pas le temps de donner la parole. Donc juste pour clarifier le processus, c'était clair, mais juste, il me semble qu'il y a un truc... On va vous donner un numéro comme ça, par exemple. 1, 2, 3, 4, ok, ainsi de suite. Vous pourrez vous lever, vous dégourdir un peu les jambes, aller choisir un des mots-clés qui sont là. Et puis ensuite, vous retrouvez avec vos amis chiffres, pareil. Quoi ? C'est jusqu'à 10, ouais, mais faut qu'on le fasse, mais on va le faire maintenant. C'est ça. Hein. Et juste peut-être un point aussi, c'est il y a une série de mots-clés qui sont en 4 langues. En fait, on a gardé les langues des contributrices et il y a donc du portugais, de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais et du français, ça fait 5. Et donc, si vous avez du mal avec certains des mots ou que vous ne comprenez pas, évidemment, on les traduit volontiers. Voilà. Non pas qu'on parle ces 5 langues, mais au moins les mots qui sont là, oui. Ouais. Donc, on prend chacun un mot ou chaque groupe prend un mot? Chacun un mot. D'abord, un mot individuellement. Et l'idée, c'est que ces mots, vous allez les discuter en groupe. OK ? Pardon, c'était pas dans le micro. Donc, voilà. Vous choisissez un mot et ensuite, on les discute en groupe. Et donc, il y aura une dizaine de groupes de 4 personnes. C'est parti. On va commencer par 1 jusqu'à 10. On fait jusqu'à 10, puis on recommence à 1. Donc t'as tout ça, les premiers 4. Non, on commence là. Alors, vous dites 1, 2, 3. On est prof, hein, c'est ça le pire. Jusqu'à 10, et on recommence. 1, okay. 2, 4. On vous laisse vous lever, choisir individuellement un mot-clé, puis retrouver les personnes qui ont le même chiffre que vous et en discuter. Et on vous rappelle dans une vingtaine de minutes. Vous pouvez aller dans les fauteuils, vous pouvez utiliser la salle, vraiment comme vous voulez. Ah là 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 là, il n'y a plus rien de matériel. Mais non, on devrait travailler en bon voisin. Ah, c'est peut-être ensemble. Je pense que ça peut être. Ok.
justement, par exemple, les non-humains, enfin, c'est une question assez importante aujourd'hui de comment on gagne beaucoup à avoir une position réflexive par rapport à ce qu'on dit, c'est-à-dire de savoir qui on est, de savoir d'où on écrit, d'où on parle, et de savoir que du coup notre position, dans un débat par exemple, est issue de notre façon d'avoir été au monde socialement, racialement, de façon genrée, par rapport à notre genre. Intersectionnellement. Intersectionnellement, exactement. Et de se dire que de cette façon de resituer notre position par rapport à ça, ça permet sans doute d'avoir une oreille aussi qui est capable d'entendre des points de vue de gens situés autrement. Et je pense que ça peut être un point d'échange. Regarder toute la salle, de regarder sous le lit où elle allait accoucher, de regarder les chaises, mais de penser à sous la chaise, enfin bref, de ne pas faire comme si, ok c'est bon, j'ai compris dans quel espace je me trouve, mais d'essayer vraiment de prendre conscience de tout, quoi. Et j'avais trouvé ça très fort, et je me dis que dans l'enseignement c'est la même chose, c'est-à-dire si tu rentres dans une ville, ensuite dans un établissement ou dans un lieu où voilà, il va y avoir un échange, trop rapidement, c'est-à-dire sans chercher à bien prendre conscience de tout, à prendre conscience est-ce que on est dans un cadre hyper urbain, est-ce qu'on est dans un cadre... Des éléments qui ensuite vont avoir une influence sur ce que tu vas faire et ce que tu vas dire, par exemple ton stress. Donc tu vas pas percuter ton stress, tu vas pas en prendre conscience et résultat ça va perturber la transmission, l'échange, alors que si tu en avais pris conscience, tu aurais pu commencer à travailler à partir de ça. Donc je trouve habiter, c'est une sorte de préliminaire auquel je pense peut-être en Europe on pense très très peu et qui va pourtant nourrir tout le reste. Et j'enchaîne pour rebondir et commencer à faire du lien peut-être, mais cette question d'habiter, elle est, je pense, hyper présente dans une forme de, justement de découverte active d'une autre pratique, par exemple. Et que cette découverte-là... Enfin, je trouve que c'est un peu, ce serait un peu ta définition, mais peut-être à l'échelle plus sociétale. Enfin, les deux sont assez libres du coup, je trouve. Mais, bon, alors, parce que c'était surtout par rapport à un truc qui me travaille personnellement aussi. C'est cette idée de, on n'apprend pas au fait forcément à être positif, au fait, à sortir de soi, à aller vers les autres justement. Et enfin, c'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas en fait. Et surtout qu'on est dans un... Enfin, moi je suis pas mal rongé par cette idée de compétition aussi. Alors c'était très beau de voir ce dialogue en action et d'essayer d'accrocher quelques mots comme ça de vos discussions en groupe. Mais l'horaire nous impose de mettre un terme à cette approche de l'échange. Donc on aimerait vous inviter maintenant, un groupe après l'autre, en quelques minutes, à nous faire part de... Soit, si vous avez été très ambitieuse et ambitieux à votre réponse à cette question, soit de un petit retour de ce dont vous avez discuté, de ce que vous aimeriez partager avec l'ensemble de l'Assemblée. Alors pour des raisons d'enregistrement, on va faire passer ce micro. Alors effectivement, les groupes, vous n'êtes pas réassis ensemble, mais à la place plus ou moins où vous étiez au départ, donc vous allez être éclatés. Et donc, je ne sais pas, on va dans l'ordre. Oui, mais par ailleurs, je ne sais pas si vous avez élu une ou un spokesperson, mais sinon, on vous propose peut-être de le faire comme ça de manière informelle et puis qu'il y ait un retour qui se fasse de ce qui s'est échangé dans le groupe assez rapide. Groupe 1, soyons... Je viens vers toi. Salut. Oups. Bonjour. Nous, on était le groupe 1. Du coup, désolé, hein,
Je vais pas forcément bien retranscrire ce qu'on a fait, mais je vais faire de mon mieux. Ah oui, pardon. Du coup, je vais me lever. Je vais juste vous citer déjà les mots que chacun d'entre nous avait choisis. Moi, j'avais choisi positive. Il y avait voisinage aussi. Il y avait retourner le carré. Il y avait échafaudage. Il y avait partager. Et il y avait practicing theory. Donc après, je vais vous raconter comment ça s'est passé un peu notre échange, parce que je pense que c'est aussi intéressant de raconter le processus. Et du coup, chacun a déjà évoqué ce que ces mots ce que ces mots, en quoi ces mots leur parlaient. Et on avait un peu du mal justement à mettre, à un peu se raccorder au fait et trouver une espèce de sujet commun pour entamer la discussion. Et finalement, c'est plutôt le mot practicing theory qui a un peu enclenché l'échange entre les membres du groupe. Et les mots aussi, des autres mots se croisaient aussi par rapport à cette notion justement de practicing theory. Et l'idée, c'était un peu de se dire, voilà, en plus, le practicing theory, c'est vraiment en plein dans le sujet de la pédagogie, justement. Et que ça remettait un peu pas remettre en cause, mais le fait que la théorie, qu'elle ne pouvait pas se limiter à elle-même, mais qu'il fallait la mettre à l'épreuve, en gros. Et que c'était l'idée de la pratiquer, justement. Et que, voilà, c'était quoi, justement, qu'est-ce que ça faisait, justement, qu'est-ce que ça faisait, justement, de pratiquer cette théorie. Et qu'en gros, l'idée, c'était que une théorie, c'était pas quelque chose d'absolu, au fait. C'était pas quelque chose qui était, voilà, une vérité qu'on pouvait pas remettre en cause. Et justement, qu'il fallait pas avoir peur de la pratiquer, justement, pour qu'ensuite, on se rend compte qu'il y a peut-être des erreurs, il y a des choses qu'il faut repenser, ou toujours cette idée de ne pas avoir peur de remettre en question les choses, ou même de se remettre en question. Et du coup, les autres mots qui se croisaient dedans, c'était justement le retourner le carré. Donc, le retourner le carré, c'était vraiment de prendre du recul, de prendre le temps justement de bien faire les choses, de bien comprendre les choses. Le mot partager aussi, c'était l'idée de croiser justement, déjà croiser théorie et pratique, et aussi les différentes théories entre elles, parce que les différentes théories, il y avait cette idée de compétition justement, qu'il faut pas... il faut dépasser cette idée de compétition pour justement penser le monde du commun. Pareil, l'idée de voisinage, où parler justement l'exemple qu'il y avait, c'était que les voisinages, c'est souvent pensé comme une séparation, mais que en vrai, c'est pas du tout cette idée de séparation, c'est plutôt l'idée de faire commun, de faire communiquer avec l'autre et de créer du commun avec l'autre. Et il y avait le mot d'échafaudage aussi. Pareil, l'échafaudage, je pense que ça renvoie plus à la pratique, justement, le fait que comment on se mobilise ensemble et qu'on crée un truc qui tient et qui crée quelque chose. Et il y avait aussi cette idée, finalement, l'idée, je vais finir par ça peut-être parce que c'est un peu long, l'idée du positif, au fait, de comment on apprend à être positif, au fait. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est un peu un truc qu'on apprend sur le tas, mais c'est vraiment cette idée aussi qu'on a plein de trucs un peu anxiogènes, et que justement, comment dépasser cette anxiété, justement, pour avoir quand même, malgré les enjeux qu'on affronte aujourd'hui ensemble, de plutôt partir d'une vision positive pour pouvoir penser les solutions à ces problèmes, et que voilà, ça renvoie à la pédagogie, une forme de pédagogie, ou un état d'esprit de la pédagogie. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pardon? Un représentant ou représentante du groupe 2? Marianne. Alors nous, pour le groupe 2, on avait les mots de la brèche, les espaces d'émancipation, le non-humain et la cohabitation,
la question incongrue et les nouveaux horizons. Alors, on ne savait pas trop comment démarrer, mais finalement, c'est l'idée de la question incongrue qui nous a permis d'être un point de départ. La question incongrue dans le sens où c'est la question qui surgit quand on ne l'attend pas, qui vient questionner quelque chose de construit et qui vient poser une question pour déranger, mettre un petit peu, rendre les choses bancales pour re-questionner ce que l'on ne questionne pas normalement. On associait ça notamment avec l'idée de la brèche, où lorsque l'on voit une brèche, on peut s'y immiscer et peut-être découvrir de nouveaux horizons, en fait, quelque part derrière ça. Et puis, on était revenu un petit peu sur la thématique, comment imaginer un monde en commun, et alors se poser la question, quels horizons imaginer pour un monde en commun? Parce que si l'on cherche de différents horizons, on risque de se marcher sur les pieds, de s'opposer, de se battre. Alors, comment réfléchir des horizons en commun, en fait, à mettre en perspective tout ça avec un commun non seulement entre les humains, mais aussi entre ce qu'on appellerait des non-humains, des animaux, des végétaux, un environnement, si on considère que l'environnement en soi peut être quelque chose d'animé. Tout ça, ça nous posait la question, ça nous a amené à développer deux valeurs centrales là-dedans. La question de la curiosité qui permet de questionner un cadre, qui permet de créer des brèches si on n'en trouve pas, de les créer soi-même, et la question d'une sorte d'interrespect, un respect mutuel entre tous qui pourrait être un premier horizon afin de pouvoir en développer d'autres qui, eux, ne se marcheraient pas sur les pieds. Parce qu'on en est venu au fait que imaginer un commun, c'est pas vivre tous en colocation dans le même espace, c'est arriver à gérer le conflit et à éviter que l'on s'entretue pour arriver à vivre en commun, séparés, en individus également, mais tout ça dans une espèce de respect mutuel et qui permet aussi de s'émanciper, de développer une curiosité qui permet de re-questionner toujours. Merci beaucoup. Pour le groupe 3 ? Merci beaucoup. Groupe 3, pardon. Là-bas. Alors, pour le groupe 3, je me suis d'abord rendu compte que nous, on s'était montré assez pragmatique. On avait ramené la question donc de l'urgence, donc de choses assez concrètes. On s'est organisé, chacun a parlé à tour de rôle et d'autres pouvaient intervenir. La première question, c'était la connaissance déviante, qui sont deux mots qui paraissent non accordés à première vue. Et en fait, on est tombé dans une espèce de boucle où en fait la déviance qui part donc d'une norme qui existe permet le changement de ces normes. Donc ça ramène à ta question de la curiosité, par exemple, qu'on n'a pas du tout évoquée, je pense, par manque de temps, mais qui était une question sous-jacente. Donc la connaissance déviante, qui est une connaissance soit personnelle, soit induite par la rencontre avec les autres, permet de changer peut-être à long terme les normes qu'on a autour de nous, parce qu'on ne pense pas que les normes soient forcément à abattre, mais peut-être à changer. Ensuite, on avait aussi la question de l'horizon, comme vous, qui a été interprétée pas du tout de la même manière par les 5 membres du groupe. À première vue, on avait une horizon dans le sens voir loin et voir grand, donc des changements à long terme et à grande échelle, ce qui pour certains d'entre nous était comme un espèce de blocage. C'est-à-dire, si on voit à trop long terme, comment construire pour maintenant, en fin de compte. Donc on a dit que ce serait une espèce de pensée horizonesque
mais une action immédiate. Parce que évidemment que, comme on évoquait de façon extrêmement concrète, si on construit pour 2050, en 2050, on devra construire pour 2100. Et il y a une espèce de boucle interminable où on n'arrivera jamais à rien faire. Il y avait aussi, alors je vais le dire en français parce que mon accent espagnol est très douteux, désapprendre de soi-même. Donc, toujours dans cette question, évidemment, de la curiosité. Donc là, a priori, sur la personne qui a évoqué ce mot, c'était apprendre des autres. En discutant un petit peu plus, on s'est dit que c'était peut-être une notion de choix, c'est-à-dire j'apprends ou pas des autres. Et donc il y a la question de l'auto-apprentissage et de l'auto-désapprentissage qu'on est obligé de faire. Depuis la tendre enfance, on a des espèces d'idées dans notre tête qui ne sont pas forcément des préjugés, mais des préconçus, qu'on est obligé par soi-même à un moment donné d'abandonner. Peut-être que si la pédagogie entrait aussi dans ce registre-là, ce serait beaucoup plus facile pour beaucoup de gens parce que je pense que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde et ça demande du courage. Ensuite, on a la question du vanishing, donc de disparaître, de la décroissance, dans le sens où ça a été évoqué. Donc il y a une énorme question sous-jacente à ça, c'est comment décider de ce qu'on fait ralentir ou de ce qu'on arrête ou de ce qu'on continue ou ce qu'on développe dans une ère où on développe très très vite et à grande échelle. Donc ce serait vraiment réapprendre avec ce que j'ai, c'est peut-être poser la question si je l'avais pas, qu'est-ce qui se passerait. Et peut-être qu'il y a peut-être une notion d'obligation aussi derrière, obligé à supprimer certaines choses pour provoquer d'autres et tester, en fait, tout simplement. C'est de l'ordre du prototype, je pense, comme on l'a évoqué. Et ensuite, donc on avait 5 notions bien différentes, on a eu de la chance. Il y avait habiter les troubles. En fait, bon, on est en école d'architecture, donc nos questions ont toujours une petite question architecturale derrière, mais ce serait si on partait des gens justement complètement inadaptés ou simplement et discrètement inadaptés à vivre en société, peut-être qu'il pourrait y avoir des changements immédiats à faire et drastiques, puisque les gens dits adaptés pourraient s'adapter aux non adaptés, mais pas l'inverse. Et peut-être que dans justement cette envie d'être inclusif, ce serait peut-être un bon départ concret à faire. Voilà. Merci beaucoup. Lire et relire les grands récits, retourner le carré, trouver ses brèches, éduquer à la désobéissance pour réimaginer un monde en commun. Alors nous, on s'est un peu amusé, on l'a pris comme un jeu de mettre en commun nos termes parce que quand on les a chacun expliqués de quelle manière on les avait pris, on s'est rendu compte qu'ils dialoguaient plutôt pas mal. Et du coup, c'est assez marrant vu qu'on a nous-mêmes fait une espèce de mise en commun comme ça tous ensemble. Oui, il y avait cette idée de carré qu'on voyait comme les grands récits qu'on nous impose. Et donc le retourner pour pouvoir entrevoir des brèches dans lesquelles on va pouvoir trouver des nouveaux horizons, comme certains le disaient avant. Mais l'idée aussi de peut-être retourner le carré et le mettre sur son angle, pas juste le retourner du recto au verso, mettre sur son angle et observer les déséquilibres ou même le basculement d'une réalité vers une autre. Et voilà. Mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce qu'on a fait. Non ? Voilà. Donc c'est très court, mais... Merci beaucoup pour ce collage. Non, mais cet esprit de collage est aussi une des choses qu'on aimerait activer dans ce carré. Mais bon, voilà. Alors, 4, 5. Attention. Du coup, nous, le groupe 5, on était 4 personnes et on a eu 2 fois le mot care qui est revenu. Donc, je vais peut-être commencer par ça parce qu'après, il va être lié avec les autres notions qui ont été évoquées. Donc, pour les 2 personnes qui ont choisi ce mot,
on le traduisait comme prendre soin, ménager. Mais c'était aussi très en relation avec la notion du temps qu'on se donne pour prendre soin, justement, écouter, le temps de l'écoute, de la réception de la parole. Et il y avait l'idée de prendre soin de l'environnement comme tout ce qui nous environne, donc le vivant, le non-vivant, l'humain, le non-humain, et le bâti, le non-bâti. Donc une fois que les choses sont là, comment on fait pour s'en saisir et en faire quelque chose de chouette, vraiment l'utiliser, d'être optimiste et pas juste dans la réception passive de c'est dommage que ce soit là ou c'est bien que ce soit là. Donc il y avait oui, cette capacité à essayer de prendre soin de la communauté pour aussi prendre soin de ça, de soi-même. Et ensuite, plusieurs notions qui ont été évoquées. Donc, il y avait une personne qui a choisi plusieurs mots qui n'avaient pas vraiment défini. Donc, j'ai pas forcément tout pu noter, mais il y avait habiter, champignon et aussi care qui était revenu. Je sais pas lesquels autres mots tu juges important d'ajouter. Oui, études environnementales. Et donc, le lien qui s'est tissé avec ce qu'on avait dit avant, c'était la notion de mouvement. Dans l'habiter, on se fixe, on est plutôt sédentaire et on va voir une finalité à ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à questionner dans le processus plutôt que la finalité d'être là? Donc ça parle aussi de réception et de communication. Et le lien encore qu'il va y avoir, c'est sur la dernière notion, redéfinition de notre système d'amarrage. Et donc là, on est plutôt arrivé sur le point commun qui ferme un petit peu la boucle de cette scission qu'il peut y avoir entre, dans le monde de l'art, c'était ce qui était évoqué, le rôle d'un commissaire d'exposition, de tout un travail qui se fait, et celui de on présente le résultat. Donc la question de la publicité, qu'est-ce qu'on montre? Et en fait, l'idée de redéfinir notre système d'amarrage, c'est peut-être changer, décaler le regard sur plutôt qu'un résultat, encore une fois, qui relie tout ce qu'on a évoqué avant, regarder ce qui a amené à ce résultat-là. Et donc la notion d'horizon peut-être va être en lien avec ça et de curiosité. Pardon. Parce que au final, on grandit tout le temps, on bouge tout le temps, on fait tout le temps des choses. Et est-ce que c'est vraiment logique de viser des finalités dans les projets, sachant que le lendemain, peut-être, on se dira, bon, en fait, il fallait mieux continuer peut-être. Et donc, est-ce qu'un projet, on ne peut pas être tout le temps un projet, finalement un projet de vie, un projet de faire commun, et le considérer comme tel, avec peut-être une cible, mais plutôt considérer ce qui se passe tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais essayer de retranscrire les discussions. Je m'excuse d'abord parce que ma subjectivité va peut-être être très forte parce qu'on a eu peu de temps. Du coup, voilà. Je vais essayer de ne pas trop trahir dans la traduction ce qui a été dit. Alors, les mots qui avaient été retenus étaient non-humain, déconstruire nos obstacles intériorisés, échafaudage et connaissance déviante. Et du coup, le sentiment général que je vais parler en disant le jeu, du coup, j'ai ressenti était du coup cette remise en question d'une idée d'un accès à la connaissance qui était évoquée juste avant, qui était plutôt une forme de considération que nous sommes vides et que le savoir nous remplit. Et du coup, et peut-être que finalement, dans cette captation du savoir, comment on va le recevoir, il y a cette idée qu'on est chacun construit, on est des capteurs qui sont construits donc par peut-être des obstacles intérieurs,
par une vision du monde qui est forcément subjective, et que il faut aussi s'interroger sur cette construction-là, et de prendre conscience qu'en fait la question de la création de la connaissance est aussi est un processus avant tout, plutôt que un transport d'un point A à un point B où j'ai reçu une information et je la retiens dans ma mémoire. Mais c'est plutôt, il faudrait peut-être développer cette idée de processus, cette phase justement de transmission. Et parce que c'est en déployant cette phase-là que des moments de possibilité s'offrent. Et du coup, dans l'idée donc pour reprendre ensuite le dernier terme qui était celui de la connaissance déviante, voilà, il y a dans la connaissance, il y a cette idée de peut-être qu'au moment où on produit, on va produire un savoir, on va le construire, et du coup, au même moment, il y a une forme de réciprocité où on se construit soi-même, on s'en interroge les constructions qui sont à l'intérieur de nous et qui nous permettent de construire ce même savoir. Et donc, du coup, de cette connaissance, donc à la fois du savoir et des individus, peut être déviante, du coup, proposer des déviations, on aurait étendu le champ des possibilités dans cette forme de transmission. Voilà. Merci. Pour ce lien entre peut-être déviation et bifurcation qu'on pourrait faire à l'occasion. En tout cas, on est cohérent, c'est ça qui est bien. 7. C'est vous, je crois, qui êtes l'élu. Pardon ? C'est vous qui êtes élu. C'est ça. Alors, donc les choix qui ont été faits sur les mots ont été connaissance déviante, les langues, habiter et hybrider nos pratiques. Pour la synthèse, on n'a pas vraiment de conclusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a commencé à parler de la notion d'habiter, qui est une notion plutôt riche et polysémique, si je reprends nos termes d'hier, et qui nécessite, il y a eu l'image de la salle d'accouchement qui a été évoquée, et qui est en fait un moment où, avant l'accouchement, même si on est là pour accoucher, il y a sûrement un temps pour appréhender l'espace, pour appréhender ce qui se passe autour, son environnement. Et que ce moment-là, c'est le moment un petit peu de prendre de connaissance des différents champs de sens qui nous entourent et sur lesquels et qui vont s'imprimer sur nous. La langue dans tout ça, alors pareil, j'ai une notion personnelle dans ce que je vais dire, mais la question d'habiter une salle d'accouchement ou le monde, si on élargit quand même un petit peu, c'est aussi une question de prendre le temps donc, de s'approprier un environnement qui passe aussi par les langues et par différentes langues. Et cette connaissance-là, à un moment donné, peut être ou doit être, on ne sait pas, mise en crise. Peut-être aussi par des déviations ou des bifurcations ou des déviances. Donc effectivement, nous, la connaissance déviante, on l'a plutôt envisagée de manière très positive et non pornographique. Et puis effectivement, il y avait aussi dans tout ça la question d'hybrider les pratiques, qui se rattache à cette question de la connaissance, à cette question de la critique, et aussi d'envisager l'hybridation des pratiques comme une forme d'empathie, sans en attendre quoi que ce soit, et que cette hybridation, elle est non pas pour servir un des deux partis, elle n'est pas non plus pour servir des ambitions personnelles de carrière peut-être, mais juste peut-être une ambition de découverte et du coup de se laisser faire et de se laisser transformer sans essayer de forcer le monde. Voilà, en gros,
suis à peu près, c'est bon, mais ok, merci. Merci. Merci beaucoup. 8. Donc, le groupe 8 s'est intéressé à la question de la déconstruction de nos obstacles intériorisés, du care, de l'éco-pédagogie et du mot mediators. Et la discussion a commencé avec le fait que... Comment? Ah, oui, la discussion a commencé avec la prise de parole, la prise de conscience et de la possibilité de faire dans la société, parce que il y a des obstacles, en société qui font qu'on se prive de faire en société, et que la reconnaissance de soi en société, la reconnaissance de la société de soi permet de faire, donc d'agir. Et tout de suite, ça renvoie à la question de la transmission, donc des mediators. Donc, comment transmettre en société, comment être empathique, comment être caring, et qui est un peu humain, qui nous rend humains et qui nous rend émotionnels, qui nous rend bienveillants, vertueux. Et tout de suite, ça nous a renvoyé à un sujet qui nous réunit tous, les quatre. En fait, on est dans le même studio, dans le cadre du studio Mutualité Pensée. Et tout de suite, on a bifurqué sur le sujet du studio. Et on a commencé à évoquer les questions de la pédagogie, comment être dans ce studio. Et là est venue cette idée que ce studio pourrait être l'occasion de tester une façon de déconstruire ces obstacles intériorisés, de care, de transmettre. Et déjà, ça se voit. La majorité des représentants sont des étudiants du studio, donc on essaie de vous transmettre quelque chose. Et donc on est venu à cette remise en question de comment fonctionne le studio, parce qu'on a vu qu'il y a des petites faiblesses et qu'on voudrait travailler dessus pour mieux faire et être mieux. Et on ambitionne, à travers notre studio, de vous transmettre quelque chose, et voilà. Et on espère, on va travailler dessus ce semestre, et on espère vous transmettre quelque chose à la fin, voilà. Tenez-nous au courant. Ouais. Oui, on vous tiendra au courant. Puisse voir. Groupe 9. Tenez. 10, c'est où 10 Je vais faire beaucoup plus simple. Je vais vous faire nos 4 mots, et puis ensuite nous on a essayé de faire une phrase de synthèse, très simplement parce que je me sens pas de représenter ce que mes 3 camarades voulaient dire à travers leur choix. Donc il y a eu déconstruire les obstacles intériorisés, coopérative values, garder le lien, abolition des enclosures. Et donc tout ça, on a essayé de le synthétiser par déconstruire les limites pour réinventer le lien afin de construire un nouveau commun. Merci. Je n'étais pas forcément préparé à cet exercice, mais on y va.
Alors nous, nos 4 mots étaient voisinage, hybridation cosmopolite et 2 fois reculer d'un pas. Alors, dans tout ce qui a été dit, donc il y avait la question du reculer d'un pas qui a été évoquée un peu de 2 façons, mais il y avait la question déjà de reculer d'un pas, c'est-à-dire d'avoir une position réflexive, c'est-à-dire de se dire qui je suis et comment je prends ma place dans le monde, et à partir de ce moment-là, mes opinions, ma façon de débattre et d'interagir avec les personnes est située. Et de cette façon, peut-être qu'on peut permettre d'avoir une meilleure discussion, une meilleure écoute et peut-être une meilleure construction d'un commun. Il y avait aussi le reculer d'un pas qui était... alors, mince, je me souviens plus exactement tout ce qu'on avait dit. Mais en tout cas, il y avait la question de l'altérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a su retrouver dans la question du voisinage. C'est-à-dire que c'est une expérience de l'altérité. Parce qu'il y a tout d'abord savoir de quel voisin on parle. Donc il y a le voisinage déjà international, en tout cas d'aller à l'étranger. Donc on a parlé du coup de pédagogie aussi, un peu plus on va dire de pédagogie dans les études supérieures, mais cette façon de se déplacer à l'international, d'avoir le droit de connaître autre chose que ce qu'on vit ici. Et ça renvoie du coup à la question du cosmopolite. Et du coup, le voisinage renvoie aussi une autre question, c'est la question de la communauté. Donc il y avait la question de la communauté, elle est indispensable pour faire commun, mais elle a peut-être besoin aussi d'avoir toujours la grande question avec la communauté, c'est jusqu'à quel moment elle est exclusive aussi. Donc c'est-à-dire quelles sont les limites, quelles sont ses limites et comment on travaille cette limite justement de la communauté. Et puis du coup, tout ça renvoyait du coup à cette façon d'avoir une hybridation cosmopolite, c'est-à-dire comment on arrive aussi à travers ces différents voisinages, créer un commun. Et là-dessus, il y a un mot qui est un peu arrivé, qui nous a un peu, on va dire, rassemblés, qui est un mot d'une philosophe, qu'on a oublié le nom, mais qui était le mot de convivence, qui permettait de parler un peu d'avoir une hospitalité, un peu comme une acculturation, c'est-à-dire c'est une hospitalité, c'est un processus qui va dans 2 sens. C'est pas voilà, un accueillant et un accueilli, c'est aussi quelque chose qui peut se passer dans plusieurs sens, et c'est quelque chose qui nous semble important pour commencer à discuter. Nous, on a vraiment plutôt s'est intéressé à la question de comment on discute pour faire un mot commun et un monde en commun. Et puis d'autres groupes, on parlait plus d'horizon, mais c'est plus ça qui nous a intéressé, on va dire. J'espère que j'ai bien résumé ce qu'on a dit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'était assez rapide, et puis cet objet, il a vraiment pour objectif de pouvoir générer des prises de parole. Alors cette question de l'horizon et de l'horizontalité, elle nous travaille beaucoup dans nos pratiques avec Olivier. Et puis merci vraiment en effet d'avoir pris la parole, étudiants, et d'avoir partagé aussi. Enfin, c'est très important en effet qu'il y a cette circulation, et c'est exactement ce que cette pédagogie critique et dialogique veut défendre. Et cette idée qui a été évoquée quelquefois de transformer le cadre dans lequel on étudie ou on enseigne actuellement, c'était aussi notre idée de pouvoir amener ce baluchon dans des cadres très spécifiques où on est dans un acte pédagogique, et puis qu'on réfléchisse ensemble à certaines transformations. Donc c'était chouette que même dans ce cadre-là plus ouvert, ces questions-là soient arrivées très directement et spontanément. Vous dire aussi qu'on s'est permis d'enregistrer ces contributions, parce que l'idée, c'est de déployer ce dispositif en fait, dans des cadres dans lesquels on a plus de temps, et de pouvoir contribuer en fait, à augmenter les contributions de ce baluchon, de le charger en fait, de ces contributions. Donc on va se permettre, si ça vous va, de réemprunter, de reconstruire un peu à partir de ces captations qu'on a pu faire, et de venir nourrir ce carré qu'on va retourner, parce qu'en fait on doit vraiment tenir l'horaire très très strictement. Et là, attention au wow effect. Alors, le baluchon retourné fait apparaître les citations, enfin les réponses complètes desquelles sont issus les mots-clés que vous avez choisis. Donc, avant de quitter la salle, on vous invite à revenir. Alors, pensez qu'il a été retourné, donc oui. Donc ça vient.
Ça vient à l'opposé. Vous voyez sur le tissu, c'est l'un en face de l'autre, donc vous le retrouvez de l'autre côté. Les mots-clés que vous avez lus de l'autre côté sont en rouge ici. Donc si vous retrouvez le mot-clé en rouge, vous trouvez la citation complète. Donc on vous invite à les lire avant de quitter la salle. Et puis, parce qu'on est aussi très nombreux et nombreux, on a ici les textes complets. À la fin de chaque phrase, il y a un petit numéro. Et ce numéro se retrouve dans les cahiers, donc vous pouvez aussi lire dans le cahier pour qu'on ait un peu plus d'espace. Et puis l'idée, mais c'est encore en cours de production, le bâton que Marianne est en train de manipuler, qui nous sert à porter le baluchon, contient les noms des contributrices et contributeurs avec ce même système de référence. Et vous retrouverez aussi les noms dans les petits cahiers. Donc on vous invite à regarder ça comme moment final de cet échange. Ah ouais, et puis pour la forme, cette forme jaune, on s'est inspiré du blob. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme monocellulaire qui apprend et transmet son cerveau. Et c'est magnifique. Et on s'est dit que c'était aussi important. Voilà, ça amène. On voulait qu'il y ait différentes couches du trait manuel, de l'imprimé, pour aussi questionner justement ces différentes modalités d'être au monde et de le partager. Donc on a essayé de retraduire dans la forme cette complexité. Et puis encore une chose, le projet, il existe en version complètement numérique sur notre site internet, microsillon.org. Donc si vous avez envie de vous plonger plus dans les réponses, vous pouvez aussi trouver tous les textes, avec évidemment les textes originaux et aussi les traductions en français et en anglais sur notre site web. Donc on vous invite aussi à y aller. Puis on va aussi garder une trace de ces différentes interventions qu'on commence seulement maintenant à faire parce qu'on a eu pas mal d'annulations liées évidemment à la crise sanitaire. Mais maintenant on commence vraiment à amener cet objet à différents endroits, à en discuter avec des gens. Donc ça va former aussi une sorte de constellation. Et voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir pris part à cette expérimentation. Merci infiniment. C'était une magnifique expérience aussi d'écoute et de partage, de parole. Merci infiniment. Et bonne pause déjeuner.